Du point de vue de Poutine, il y a une grande différence entre des ennemis et des traîtres. Les ennemis peuvent être combattus. Et il est possible qu'un jour, vous puissiez faire la paix avec eux. Un traître, c'est différent. On ne peut rien faire avec les traîtres. Il faut les éliminer, sinon ils finiront par vous poignarder dans le dos. A murder investigation being launched into the death of another Russian on British soil. He told his uncle a fortnight before he died, if anything happens to me in the next 2 weeks, it won't be an accident. Мама, не вернусь, прости, я не один. Пули как грибы, в поле не растут. Спущенные штаны меня выдают. Пушки Маузер, гангстер Тайзер. Денежки на стол, я этой ночью супервайзер. Время умирать, время выпускать когти. Londres baigne dans une mer d'argent sale. Время умирать, время выпускать когти. If you deal with somebody who has a very suspicious track record, someday it will come back to haunt you. Улицы кишат духом враждующих миров. На моем плече набито, я на все готов. Весь ланч, все закончится, да? Все, спасибо. Там они могут поехать туда? Все, спасибо тебе большое. Спасибо. Спасибо. En Russie, Boris Berezovsky avait une fortune de 10 milliards de dollars. En arrivant à Londres, il avait environ 1 milliard de dollars. Il a perdu son statut social, mais il a aussi perdu la face. Or, il est crucial de maintenir son standing. C'est très profondément ancré dans la mentalité russe. La roue avait tourné pour lui. Il avait perdu l'influence qu'il avait en Russie. Il sentait un vide. La seule manière pour lui de combler ce vide, c'était de fomenter la révolution. Un coup d'État contre Poutine. C'était ça sa vengeance. C'était la seule manière de redresser les torts qui lui avaient été faits. My strategy and tactic is the same now. Yeah. To change Putin regime, political, very dangerous for Russia and for the world. There is the beginning of revolution. There is no end of revolution. Quand Poutine avait des problèmes, il lui suffisait de gratter un peu pour y voir la main de Berezovsky. Il n'a pas hésité à financer la révolution orange en Ukraine. For 4 days now, tens of thousands of people supporting the opposition leader have been protesting on the streets of the capital, Kiev. Les Ukrainiens sont venus lui demander de l'argent. La plus grande partie de cet argent a servi à maintenir le sitting sur la place de Kiev. How critical is this moment in not just the Ukraine's future, but Russia's future? It means that Putin is criminal, and I think that he understands himself already. Berezovsky est derrière plusieurs révolutions de couleur qui ont secoué l'ancien bloc soviétique et qui étaient autant de menaces pour Poutine. Il a commencé à dépenser tout ce qu'il avait pour saper le régime de Poutine. C'est pour ça qu'il m'a engagé. Il se voyait comme un des fers de lance d'une campagne occidentale contre la dictature de Poutine. Il a dépensé beaucoup, la majeure partie de son argent, pour alerter les dirigeants européens. I ask you to give a very warm welcome to Mr. Boris Berezovsky. Thank you very much, ladies and gentlemen. Russia will collapse.
Il s'en sortait très bien en Russie parce qu'il était un de ceux qui manipulaient le système. Il avait le pouvoir économique et le pouvoir politique. Mais le monde occidental ne fonctionnait pas comme ça. Ici, il ne pouvait plus conduire ses affaires comme il le faisait en Russie. Il a commencé à réfléchir à d'autres méthodes qui pourraient lui permettre de reprendre le pouvoir. Autour de Berezovski, il y a toute une constellation de personnages, au premier rang desquels se trouve Badri. Boris et Badri étaient comme des âmes sœurs, des amis inséparables. Boris ne prenait aucune décision importante sans consulter Badri. Son intermédiaire clé en Russie, c'était Badri, et du côté britannique, c'était Scott. En tant que fixeur, Scott l'aidait à dépenser son argent en Angleterre de toutes les manières possibles, à une époque où Berezovski était sous le coup d'un mandat d'arrêt international. Scott se faisait appeler mon amour par Berezovski. Un soir, un des copains de Scott décroche le téléphone à la place de son ami. Et c'est Berezovski qui dit « Mon amour, aide-moi, on m'a volé la Love Phantom ». Et l'ami se tourne vers Scott et dit « Mais c'est quoi ça, la Love Phantom ?» Scott a répondu « Une Rolls-Royce de luxe que je lui ai achetée. » C'était une voiture des années 50 qui avait évidemment été volée. Scott a organisé une fête à laquelle Bill Clinton est venu et il a tout fait pour que des photos d'eux en train de boire soient partout dans la presse. Il y a une photo de lui avec Clinton. Vous l'avez déjà vue? Scott connaissait beaucoup de gens riches. Quand on se lance dans l'immobilier, on a besoin de toujours plus d'investisseurs et on accumule toujours plus de dettes. Cela signifie que si jamais on dérape et qu'un des projets tombe à l'eau, certains ne récupèrent pas leur argent. Et là, on n'a plus que ses yeux pour pleurer. Ce n'est pas facile de faire peur à Boris. Quand il s'est opposé frontalement à Poutine, il a compris qu'il était menacé, mais il n'a jamais eu peur. Obtenir l'asile, c'était sa première victoire dans son combat contre Poutine. C'était très important pour lui. Il s'est senti protégé et libre de faire ce qu'il voulait. À Londres, il a essayé de se faire de l'argent en investissant 10 millions par-ci, 20 millions par-là. Et ça a toujours échoué, parce que les Russes le surveillaient. À chaque fois qu'il essayait d'entrer dans une entreprise, ça s'est très mal passé pour lui. Что мы хотим, я согласен, но что мы хотим означает формулировку конкретных проектов. Ça aurait été beaucoup trop risqué pour Boris d'essayer de réinvestir à Moscou, sachant très bien que Poutine serait furieux. C'est pour ça qu'il s'est appuyé sur un magnat de l'immobilier londonien qui a déniché tous les moyens possibles de le faire malgré tout. Les risques étaient élevés, certes, mais les bénéfices potentiels aussi. Le projet Moscou était un projet immobilier au cœur de la capitale russe. Il s'agissait d'une tour étincelante qui comprenait des locaux commerciaux, des bureaux et quelques appartements résidentiels. C'est à Tom qu'il faut demander de raconter cette histoire. Cette arnaque, c'est du pur Scott. Un terrain à Moscou qui appartient au gouvernement sur lequel se trouvent d'anciens bâtiments de la défense civile. Il achète, il démolit, il reconstruit, il prend l'argent. Il fait affaire avec un jeune financier, Ruslan Formichev. Ruslan a sécurisé des investissements en Russie pour le projet Moscou. Scott Young, lui, devait amener des investisseurs britanniques. Il s'était engagé à trouver environ 26 millions de livres pour le projet Moscou. Il voulait tellement conclure l'affaire qu'il s'est porté personnellement garant auprès des investisseurs. Si ça tournait mal, il devrait rembourser la totalité des sommes investies. Il construisait des châteaux de cartes. Il empruntait dans l'idée que ce projet Moscou générerait beaucoup d'argent.
Au bout du compte, tout le monde serait payé, y compris lui. Et tout rentrerait dans l'ordre une fois l'accord conclu. Scott s'est engagé à dégager 26 millions de livres pour le projet Moscou. Mais il n'arrive pas à trouver les fonds. Il a besoin de plus d'investissement. Alors, qui a de l'argent? Qui pourrait mettre de l'argent dans le projet? Boris Berezovsky. Évidemment, Boris ne peut pas investir en Russie en son nom propre. Donc, les deux hommes conçoivent un plan assez malin. Boris Berezovsky donne une maison à Scott. Ensuite, Scott hypothèque la propriété et il se sert de cet argent pour le placer dans le projet Moscou en son propre nom. C'est arabiscoté, c'est compliqué, mais c'est génial. C'est bien de l'argent de Berezovsky qui est investi dans le projet Moscou, mais en apparence, l'investisseur s'appelle Young. C'est très audacieux. Et c'est tellement osé que ça marche. Formichev a ordonné à Scott d'apporter sa part de l'argent parce qu'il avait un rendez-vous avec le maire de Moscou, un homme connu pour être très dangereux. Formichev attend de l'argent de la part de Scott, mais ça ne vient pas. Formichev, lui, a réuni l'argent, mais Scott n'y arrive pas. Donc il commence à déshabiller Pierre pour rhabiller Paul. Il est pris dans une spirale de prêts qu'il n'arrive jamais à rembourser. Il n'arrive plus à trouver d'argent. Tous ces deals passés et tous les accords conclus tombent à l'eau. Le château de cartes s'écroule sur Scott Young et tout le monde lui réclame de l'argent. Pour finir, Formichev lui annonce la fin du projet Moscou. Scott doit maintenant rembourser tous ses investisseurs avec de l'argent qui n'existe pas. Attention, je vais citer la Bible. Ne mettez pas votre confiance dans les rois et les princes. C'est ça, la morale de l'histoire. Désolé, je dois décrocher. Je suis Stephen Kay. Allô? Je suis producteur de films et promoteur immobilier. Je suis en plein tournage. On dîne toujours ensemble? Plus rien ne me surprend, mais je pense qu'il faut accepter le fait que la conduite des affaires en Russie diffère légèrement de ce qui se pratique ailleurs. Ce qui serait intolérable en Amérique, ou intolérable en Angleterre, ou intolérable en Allemagne, peut être tout à fait acceptable à Moscou. L'idée du projet Moscou, c'était de réunir 4 ou 5 parcelles industrielles en un seul grand terrain. À l'origine, des magasins et des appartements étaient prévus. C'était un projet de taille raisonnable. Mais si tout le monde avait vérifié de quoi il s'agissait, personne n'aurait investi dans ce projet. Au fond, c'est une tragédie. C'était un homme d'affaires prospère, il avait une belle famille. Je pense qu'il a commencé à frayer avec des gens d'un certain milieu. Je suis sûr que ce sont des gens très bien, mais ils ont d'énormes quantités d'argent à dépenser. Et je crois que Scott a essayé de vivre comme eux. Il s'est lancé dans des affaires qui le dépassaient complètement. Et dans ces cas-là, les problèmes arrivent très vite. L'effondrement du projet Moscou est un tournant majeur de cette histoire. Scott Young tombe soudainement en disgrâce. Celui qui avait conclu des deals valant plusieurs millions de livres pour le compte d'ultra-riches fait soudainement faillite et annonce qu'il est à sec. La justice russe a poursuivi Scott en justice pour crime économique. Et Scott Young se retrouve dans la ligne de mire des services russes. On s'est dit, quoi? Les services secrets russes avaient leur propre dossier sur Scott, avec écoute téléphonique et surveillance. Ils écoutaient ses appels. Scott était repéré lors des contrôles à la frontière, donc il y avait un signalement chaque fois qu'il allait à Moscou.
Scott Young savait que la présence de Berezovsky était un risque pour lui et les autres investisseurs. Le FSB s'est intéressé à Scott et le voyait comme l'homme de paille de Berezovsky. Scott est devenu le maillon faible aux yeux de tous les investisseurs impliqués dans le projet. Boris Berezovsky était un homme à la personnalité formidablement complexe, mais il avait un défaut qui lui a été fatal. Il se laissait emporter par une forme d'obsession pour certaines choses. Il se voyait comme un des fers de lance d'une campagne occidentale contre la dictature de Poutine. Or, les Britanniques lui ont signifié qu'ils ne le considéraient pas comme l'un des leurs. Boris était convaincu qu'il faisait partie d'une sorte de confrérie qui cherchait à renverser le régime de Poutine. Boris a annoncé qu'il préparait une révolution en Russie et que Vladimir Poutine serait bientôt renversé. Des déclarations aussi incendiaires ont forcément provoqué une immense consternation en Russie et fait des vagues même au Royaume-Uni. Notre ministre de l'Intérieur a dit que ce genre de propos mettait vraiment en péril son statut de demandeur d'asile. Boris savait que s'il continuait à susciter ce genre de problème au Royaume-Uni, il serait peut-être expulsé. You can cause friction between the British government and Mr. Putin. Are you really worth it? What do you give back to Britain in return? I will help British people to open eyes and to understand who is in front of them. Boris n'a cessé de titiller le Kremlin, ce qui n'a fait qu'empirer la situation difficile dans laquelle il était. Le cœur de cette histoire est le lien entre Berezovsky et Litvinenko. Litvinenko était un ancien officier du renseignement qui s'était rebellé contre le FSB. Il avait organisé une conférence de presse nationale pour dénoncer les différents crimes de l'agence de renseignement russe. 3 anciens officiers du KGB ont révélé que Berezovsky était une cible des services secrets russes. Apparemment, ils auraient tenté de l'assassiner. L'un de ces 3 officiers était Alexandre Litvinenko. Litvinenko était un exilé politique, comme Berezovsky. Litvinenko, qui avait fui au Royaume-Uni avec l'aide de Berezovsky, était en réalité une pièce maîtresse dans la grande partie d'échec mondial qui opposait Berezovsky à Poutine. Berezovsky avait financé les enquêtes de Litvinenko sur l'implication du Kremlin dans un certain nombre d'attentats terroristes en Russie, et ce afin de faire tomber Poutine. Pour faire affaire avec des gens comme Berezovsky, il faut faire preuve d'une certaine complaisance. Quand on traite avec des gens dont le passé est extrêmement suspect et dont l'argent n'est pas très propre, on doit accepter le fait qu'il peut y avoir des problèmes. Ces gens ont beau être milliardaires, ils n'en restent pas moins des escrocs qui sont parfois très dangereux. Quand on met un pied dans ce milieu, un monde où les gens se tendent des pièges et se trahissent les uns les autres, un monde peuplé de criminels, il ne faut pas s'étonner que tôt ou tard, les problèmes commencent. Mon nom est Marina Litvinenko. Mon mari est Alexandre Litvinenko. Rien de ce qu'il n'a fait n'était dirigé contre son pays, ni contre le peuple russe. Il a toujours pensé qu'un jour, il pourrait retourner en Russie. Un jour, il est soudainement tombé très malade. C'était incompréhensible. En 2 jours, cet homme très sain et très fort est devenu complètement amorphe. Au bout de 13 jours, on a compris qu'il avait été empoisonné. Il a été transféré en soins intensifs à l'hôpital.
À un moment, je suis sortie de sa chambre en lui disant « Mon Sacha, je dois y aller ». C'était très dur pour lui de parler, mais soudain, il a quand même réussi à dire « Marina, je t'aime tellement ». Je ne savais pas que ce seraient ses derniers mots. The British police founded polonium by chance on the 21st of day after Sasha was poisoned. Lors d'un rendez-vous dans un hôtel de Londres, Andrei Lugovoy et Dimitri Kovtun ont empoisonné le thé de Litvinenko avec une substance radioactive. Lugovoy était en mission, c'était un agent double. Lugovoy connaissait Berezovsky et Litvinenko. Il s'est servi de cette amitié ancienne pour s'inviter dans leur cercle à Londres. Litvinenko a cru qu'il était convié à boire un thé avec deux vieux amis. À partir du moment où Sacha a ingéré le polonium, il n'avait plus aucune chance de survie, parce que le taux était très élevé. This is perhaps the first instance that a terrorist act has been perpetrated on the Western soil using nuclear material. Tonight, searches for radioactive material continue in London after the authorities call the poisoning by polonium-210 unprecedented in Britain. The police moved in on the places across London where Alexander Litvinenko spent his final few weeks. 24 venues are being monitored. 2 British Airways planes contaminated with radioactivity. There are now tens of thousands of people all across Europe who in one way or another have a direct interest in the death of Alexander Litvinenko. C'est l'un des assassinats politiques les plus médiatisés. Tell me, please, someone of you, how it's possible to produce polonium without state involvement? How it's possible to transport polonium without state involvement? How it's possible to put polonium in the cup of tea of Litvinenko without state involvement? And finally, I think everybody recognizes how Russian state, tried to protect Putin. Dès le début, personne n'a eu le moindre doute sur l'identité des responsables de cette opération. Le polonium n'est pas disponible pour quiconque en dehors de l'État russe. Il était très improbable que tout cela ne soit pas en lien avec le plus haut niveau du Kremlin. Le but était d'ailleurs d'envoyer un message très clair. La Russie n'hésite pas à assassiner toute personne avec qui elle n'est pas d'accord ou qu'elle considère comme un traître. Et surtout, elle se permet de le faire de manière ostentatoire. C'est un avertissement lancé à Berezovsky. Et dans sa position, tout le monde aurait eu peur d'y passer. La première réaction de Boris à ce sujet a été « Maintenant, c'est sûr, ils vont tous nous assassiner les uns après les autres ». Peu de temps après, Badri Patarkatsishvili est mort subitement d'une crise cardiaque. C'était le plus proche associé de Berezovsky. Ils faisaient tout ensemble, y compris leurs investissements. Sa mort résulte probablement aussi d'un acte criminel. Badri craignait tellement un attentat dans les semaines précédant sa mort qu'il avait engagé 120 gardes du corps. Il avait annoncé à ses amis qu'il était sûr de finir assassiné. Après sa mort, Berezovsky s'est retrouvé totalement dépossédé. En effet, Badri gérait toutes leurs affaires communes. Rapidement, Berezovsky n'a plus eu les moyens de financer l'opposition à Poutine. Et pour lui, ça a été le début de la fin. Boris a reçu la visite de la police qui lui a annoncé qu'un homme venait de Russie pour le tuer. Look, if I will tell you that I don't afraid, it will be hypocrisy. Yeah? The other question is, am I preparing to be killed or not? This is the correct question, yeah? I'm prepared. Mr. Berezovsky says he doesn't know who the hitman was. His would-be assassin was deported to Russia. Boris était opposé dans une bataille judiciaire à un autre oligarque, Roman Abramovich. Et même s'il était sûr qu'il allait gagner et qu'il récupérerait plusieurs milliards de dollars, il s'est fait démonter au tribunal. Le juge a dit qu'il n'était pas fiable et que son témoignage n'était pas crédible. Boris avait pourtant dépensé des millions et des millions dans cette procédure judiciaire.
Après ce revers, il a été découragé et il a sombré dans la dépression. La situation de Berezovsky s'est tellement dégradée qu'il a dû licencier son équipe de sécurité. Il a bénéficié d'une protection très robuste pendant de nombreuses années, mais il était si fauché qu'il a dû se contenter d'un garde du corps. Il a même été obligé de retourner vivre avec son ex-femme. Il avait vraiment presque tout perdu. Il m'a dit une chose très triste. Je n'ai plus de but dans la vie. Il ne voyait plus du tout le sens ni la signification de sa vie. C'était absolument inattendu de la part de Boris. Un jour, vous êtes très riche et très connu. Vous êtes courtisé par des journalistes du monde entier. On vous demande votre avis sur les événements politiques. Et le jour suivant, plus personne ne s'intéresse à vous. Vous n'avez plus rien à donner aux autres, que ce soit de l'argent ou des informations. Bien sûr, c'était un revirement très abrupt et très soudain pour lui. Il était en très mauvaise posture, mais la situation n'était pas désespérée pour autant. Il possédait encore des biens qu'il pouvait vendre. Il avait assez d'argent qui dormait pour mener une vie agréable et confortable. The Russian tycoon Boris Berezovsky was found dead yesterday. The 67-year-old was found dead on the bathroom floor. Boris Berezovsky was one of Russia's richest men who went on to become one of the most vocal critics of Vladimir Putin. Police say at this stage there's no evidence to suggest that anyone else was involved in his death. The family are still suspicious of the view that Mr. Berezovsky took his own life. Il existe deux sortes d'impossibilités. La première est physique. En général, on admet qu'une mort n'est pas un suicide si physiquement le suicide était impossible. Mais il y a une seconde impossibilité qui est tout aussi importante. C'est l'impossibilité psychologique. C'est-à-dire s'il est inconcevable que la victime ait été dans des dispositions suicidaires. Ça, c'est aussi une impossibilité. Et pour Boris, se tuer était psychologiquement impossible.